Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes 10 meilleures lectures de l'année 2021. Ça me fait rire parce que c'est une vidéo que vous attendez beaucoup parce que avant même que moi je pense à la faire, parce qu'en fait j'avais juste pas réfléchi aux prochaines vidéos, j'ai reçu des messages qui me disaient oh j'ai trop hâte de voir ton top lecture et tout, et j'étais là genre mais oui il faut que je fasse ça. Évidemment ça fait quelques années que je fais cette vidéo et ça me fait toujours trop plaisir parce que c'est vraiment le moment de vous parler des meilleures lectures quoi. Vraiment la crème de la crème, les livres que vous devez lire. Du coup tous les livres que je vais citer, évidemment s'ils sont non-stop c'est qu'ils sont incroyables, c'est qu'ils sont géniaux, donc n'hésitez pas à vous lancer. J'ai fait une sorte de vrai top 10 où genre j'ai vraiment classé les livres, mais en vrai de vrai, genre si t'intervertis le 4 et le 5 et le 1 et le 2 ou le 9 et le 10, enfin genre ça se vaut quand même. Donc je commence tout de suite par vous parler du roman qui se place en 10ème position de ce classement. Et il s'agit de La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Maria Aligno, publié chez Albin Michel. Ce livre je vous en ai même pas encore parlé parce qu'en fait je me suis rendu compte que ça faisait 2 mois que j'avais pas fait de petite lecture. Alors en fait dans cette histoire on va suivre Finn qui est clairement au bout du rouleau. Depuis que sa mère est en prison il pense qu'il va jamais réussir à remonter la pente. Il va se laisser aller, il va se laisser sombrer etc. jusqu'au jour où il va être obligé de déménager loin de là où il était, du coup loin de la prison de sa mère. Du coup je vous laisse lire le livre pour savoir pourquoi il est obligé de déménager. Et du coup ce déménagement va lui faire rencontrer un tas de personnes qui vont lui chambouler la vie et ça va faire basculer beaucoup de choses dans son quotidien et son histoire. En commençant ce livre, je savais qu'il allait me bouleverser, j'avais déjà vu des avis partout comme quoi on allait pleurer blablabla, donc j'étais au courant, j'étais prête. Ce roman m'a vraiment marqué, c'est vraiment une pépite. Le gros plus pour moi dans ce roman, c'est vraiment les personnages qu'on va découvrir tout au long de cette histoire. Il y a vraiment un groupe d'amis qui va se former et ils sont vraiment tous touchants, on sent que c'est que de la bienveillance malgré tout ce qui peut se passer, c'est vraiment une ambiance particulière. Ils sont vraiment tous attachants et évidemment Finn particulièrement parce qu'on va vraiment le suivre dans son histoire. C'est vraiment un personnage qu'on a envie d'aider, qu'on a envie d'épauler, qu'on a envie de prendre dans nos bras pour le réconforter etc. Évidemment on peut pas. Donc voilà, c'était vraiment un super roman, c'est vraiment l'ambiance générale du livre. En fait tu te dis ça fait du bien, tu te sens pas seul et ouais, comment dire. Ouais voilà, d'un côté en fait c'est vraiment réconfortant parce que les personnages sont attachants, tu te sens pas seul, enfin c'est vraiment comme une grande famille. Mais de l'autre côté, bon réconfortant, j'ai quand même pleuré à la fin quoi. Mais je savais que j'allais pleurer parce que tout le monde m'a dit on va pleurer. Faut croire que j'aime bien me faire du mal. J'adore lire des livres où je vais pleurer en fait. Où c'est vraiment les histoires qui vont me briser, mais c'est ce que je cherche dans des livres. D'être transportée par des histoires. Donc voilà, très très beau roman qui se place en 10ème position de ce classement de mon top 10 de mes meilleures lectures de l'année 2021. Vraiment à découvrir. Ensuite on a en 9ème position Rivage de la colère de Caroline Laurent, publié chez Pocket. Je vous ai parlé de ce roman il y a pas très longtemps sur ma chaîne dans la vidéo. Je vous conseille des livres selon vos envies ou un truc comme ça. Mais en fait cette histoire se déroule dans l'archipel des îles de Chagos. C'est des îles en fait qui sont situées dans l'océan Indien. Et du coup cet archipel est rattaché à l'île Maurice qui elle est sous l'occupation britannique. Capitaux. Du coup après de nombreuses années sous l'occupation britannique, l'île Maurice accède enfin à l'indépendance, je n'arrive pas à le dire, bon bah voilà. Donc on va suivre notre héroïne Marie qui vit sur une des îles des Chagos. Elle vit sa vie tranquille, elle s'en fout, enfin ça lui fait rien. Elle vit son quotidien, elle rencontre quelqu'un et tout, enfin tout va bien quoi. Sauf que petit à petit, elle se rend compte de certaines choses bizarres qui se déroulent sur son île. Elle va se rendre compte petit à petit que le bateau de ravitaillement de l'île ne vient plus vraiment. Il vient de moins en moins en tout cas. Et qu'il y a des personnes qui disparaissent ou plutôt qui partent en bateau et qui ne reviennent pas. Ensuite du coup tout va basculer le jour où un beau matin il y a les Britanniques qui débarquent sur l'île et qui disent à tout le monde littéralement vous avez 1 heure, prenez vos affaires et partez. Du coup bah tout le monde tombe des nues, enfin les gens comprennent pas que pourquoi, qu'est-ce qu'ils foutent là, pourquoi on les chasse de leur île, de leur maison, qu'est-ce qu'ils viennent faire là en fait. Le problème c'est que les Chagossiens vont pas vraiment avoir le choix. Les Britanniques sont plus puissants, sont plus nombreux, sont plus violents, donc en fait ils leur laissent pas le choix. Donc les voilà partis de leur île, ils sont virés de chez eux et du coup on va les suivre dans leur reconstruction, dans leur tentative de trouver une nouvelle maison, etc. Ce livre m'a beaucoup touchée et en fait je m'y attendais pas du tout et c'est pour ça je pense qu'il se retrouve dans ce top 10 aujourd'hui. Quand j'ai commencé ce roman j'y suis allée complètement à l'aveugle. Et en fait ça m'a vraiment beaucoup surpris parce que c'est une histoire que je connaissais absolument pas, parce que oui c'est une histoire vraie, c'est vraiment quelque chose que les Chagossiens ont vraiment vécu. Et du coup l'autrice sait de quoi elle parle puisque sa mère était chagossienne. Ce livre m'a vraiment émue et à la fois mise en colère, j'étais ravie de découvrir un pan de l'histoire que je ne connais absolument pas. Et en fait cette histoire m'a rappelé que dans le monde il se passe tellement 1000 milliards de choses dont on ne se doute pas, et que de notre côté on a vraiment une vie confortable en France etc, que tout va bien, enfin je parle en général évidemment, tout le monde a ses problèmes et tout, mais genre globalement on a quand même une belle vie comparée à des gens qui sont chassés de chez eux, genre nous on n'a pas la guerre, bref je pars un peu loin mais vous voyez l'idée quoi. Voilà, en gros je me suis vraiment rendu compte, bah je le savais déjà évidemment, mais je me suis rendu compte des privilèges vraiment qu'on avait en France et ça me l'a rappelé en fait, et ça fait du bien.
En 8ème position, on retrouve Meurtre au mode d'emploi, le tome 2 de Holly Jackson, publié chez Casterman. Comme vous le savez peut-être, le tome 1 a été un énorme coup de cœur pour moi, donc j'étais ravie d'enfin découvrir ce tome 2. Alors pour vous faire un petit résumé rapide du tome 1, en gros, dans le début de l'histoire, une jeune fille va être retrouvée morte et une semaine après, son copain se suicide. Du coup, on se dit, bon bah voilà, enquête terminée, le mec l'a tué et il a regretté, donc il s'est suicidé. Sauf que 5 ans plus tard, notre héroïne Pippa va réouvrir l'enquête dans le cadre de son TPE au lycée, parce qu'elle se dit qu'il y a un truc bizarre, que je sais pas, elle le sent mal, qu'elle a l'impression que tout n'a pas été bien fait, et du coup elle a envie d'enquêter sur cette affaire elle aussi. Et donc elle va vite se rendre compte effectivement que tout n'a pas été bien fait, qu'il y a des choses bizarres, et qu'il y a des secrets qui sont encore enfouis. Donc voilà, ça c'était le résumé rapidos du tome 1, mais dans le tome 2, on va toujours suivre Pippa qui cette fois tient un podcast où elle va parler d'enquêtes, de meurtres, d'affaires, etc. Dans ce podcast, elle va également tenir informée de ce qui s'est passé dans le tome 1 sans vraiment trop spoiler. Sauf qu'à un moment, par X ou Y raison, elle va se retrouver encore avec une enquête sur les bras. En fait, le frère de son meilleur ami a disparu, et donc évidemment, les proches de la personne disparue ont été voir la police, mais la police estime que voilà, il est adulte, il a le droit de partir sans prévenir personne. En général, les gens reviennent dans 48 heures, donc y a pas de quoi s'inquiéter. Sauf que Pippa et son meilleur ami, ils se disent non, il peut pas partir comme ça sans prévenir, enfin il l'a jamais fait, il y a vraiment quelque chose de louche et on doit creuser ça. Du coup, une deuxième enquête commence donc pour Pippa. Meurtre au mode d'emploi, c'est vraiment le genre de roman que tu ne peux pas lâcher. Tu le commences, tu le termines. Enfin, genre vraiment, y a pas le choix. L'histoire est complètement addictive, t'es pris dedans, tu veux savoir la suite, tu veux essayer de les aider, tu veux essayer de comprendre les indices qui sont disséminés. Tu te dis oui, mais pourquoi à ce moment-là il était là et en fait on l'a vu ici, mais pourquoi ça matche pas? Enfin, genre, tu deviens enquêteur toi-même en fait après ce roman. Et la fin est surprenante. Enfin, genre, je sais que je suis nulle pour deviner les fins, mais bon, là quand même, si quelqu'un a trouvé, dites-moi parce que ça me paraît carrément impossible. Et je pense vraiment que 0 personne n'avait la fin. Enfin, c'est juste impossible de savoir. Et c'est quelque chose que j'adore moi, être surprise à la fin des romans, évidemment. Surtout dans les thrillers, donc là j'étais surprise et j'ai été super ravie. Meurtre mode d'emploi, c'est vraiment le genre de roman que j'adore, des thrillers young adultes, parce que c'est des enquêtes. Et j'adore les romans policiers, mais parfois ça va trop loin. Enfin, trop loin, on s'entend. Mais du coup là c'est des enquêtes, mais ça part pas trop loin vu que c'est du roman ado. Enfin, quoique, c'est quand même parti assez loin là. Mais voilà, en gros l'histoire est addictive, ça se lit tout seul, mais c'est vraiment d'une fluidité sans nom. Et en général, quand tu le commences, tu peux plus le lâcher et tu le finis très vite. Ensuite, en 7ème position, j'ai décidé de mettre Malgré nous de Claire Norton, publié chez les éditions Robert Laffont. Dans cette histoire, pendant l'été 1988, Théo, Maxime et Julien survivent à un terrible accident pendant leur colonie de vacances. Et du coup, ils se promettent une amitié à la vie et à la mort, ils veulent pas se quitter, ils veulent pas perdre contact, etc. 20 ans plus tard, le 1er juin 2009, l'épouse de Théo, donc un des 3 gars là, embarque pour un vol Rio-Paris, sauf que Théo, quelques heures plus tard, va apprendre que l'avion s'est écrasé en pleine mer. Pardon si le cadre a bougé, je n'avais plus de batterie comme d'habitude, mais comme j'ai une deuxième batterie, c'est bon. Donc évidemment, il s'effondre malgré le soutien de ses amis, notamment Maxime et Julien. Il tombe complètement en dépression, il y arrive plus. Pourtant, très vite, on va se rendre compte qu'il y a des éléments bizarres qui laissent planer un doute sur le fait que Marie, l'épouse de Théo du coup, est vraiment disparue ou non. À partir de ce moment-là, à partir des premiers doutes, Théo n'a qu'un seul objectif, découvrir la vérité. Que s'est-il réellement passé et peut-on vraiment faire confiance à ses proches? Dès les premières pages, en fait, j'ai eu les larmes aux yeux parce que le terrible accident auquel ils survivent, c'est vraiment... Enfin, la scène est vraiment très forte. Et même tout au long du roman, en fait, j'avais les larmes aux yeux parce que, encore une fois, il y avait vraiment de scènes très touchantes et très impactantes. C'est un roman où il y a vraiment beaucoup de rebondissements. J'avais beaucoup de compassion pour le personnage de Théo parce que, en fait, il est au fond du gouffre et on a vraiment envie de l'aider, mais évidemment, suite à un drame comme ça, c'est compliqué, quoi. D'un côté, il a perdu sa femme, mais de l'autre, il y a toujours sa fille, enfin leur fille du coup, dont il doit s'occuper, mais il n'y arrive plus du tout. Enfin, c'est une loque, il est sur son canapé, il fait rien du tout. Jusqu'au jour où du coup, il va comprendre qu'il y a certaines choses qui clochent dans cette histoire. Du coup, le personnage commence à comprendre ce qui se passe, et nous aussi, on commence à comprendre les petits indices qui sont disséminés et tout. La fin, je m'y attendais pas, et à la fois, je savais que quelque chose allait arriver, mais j'arrivais pas à savoir quoi. Et évidemment, j'ai été surprise. Ce roman est vraiment très fort. Franchement, c'est un de mes préférés de Claire Norton, et Dieu sait à quel point j'adore Claire Norton. Ce livre nous fait vraiment prendre du recul sur notre vie en général, sur nos relations, sur les gens qu'on peut côtoyer. C'est vraiment un livre qui nous dit de nous écouter nous-mêmes, d'avoir confiance en nous. D'ailleurs, la confiance est quelque chose qui est difficile à accorder et c'est vraiment très dur quand elle se brise. Dans ce roman, l'autrice aborde des sujets tels que le deuil, le burn-out, la dépression. C'est vraiment écrit de manière très juste et très belle, si je puis dire, même si les sujets sont compliqués. Voilà, un livre très impactant, très émouvant, très cher à mon cœur, que je vous conseille vraiment. Ensuite, en 6ème position, aux portes du top 5, se classe La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille, publiée chez Charleston. Dans cette histoire, on va suivre Alice qui, d'apparence, a une vie géniale.
En réalité, elle ne dort plus sans somnifère, elle fait beaucoup de crises d'angoisse dues à quelque chose de son passé qu'elle a un peu enfoui. Du coup, elle veut vraiment se reprendre en main, elle est américaine et elle débarque en France à Paris et son objectif c'est de repartir de zéro, vraiment se reconstruire. En arrivant à Paris, du coup, elle cherche un travail et donc elle va accepter un job dans une petite start-up dirigée par un PDG un peu bizarre, un peu loufoque, qui a pour projet de réunir les chaussettes dépareillées de par le monde. Ouais, je sais. Cette rencontre va évidemment bouleverser sa vie, mais jusqu'à quand Alice arrivera-t-elle à cacher son secret? Bon, j'ai plus besoin de vous le dire, Marie Vareille, vous savez à quel point je l'adore, ses livres sont vraiment géniaux quoi. Imagine je m'arrête là, ouais c'est génial, allez hop on passe à la suite. C'est vraiment une histoire très fraîche qui fait du bien, c'est un roman que j'ai lu mais je l'ai dévoré sans réfléchir. En fait je savais même pas où l'autrice nous emmenait et j'en avais rien à faire parce que tout ce que je savais c'est que je passais un bon moment pendant mes lectures et j'avais pas besoin de plus, genre vraiment j'ai même pas pris une seule fois du recul pour me dire qu'est-ce que ça pourrait être ce secret, j'en sais rien, je m'en fiche, je continue ma lecture. Évidemment petit à petit Marie Vareille met des indices sur qu'est-ce que la révélation de la fin, mais encore une fois je les ai vus passer, je m'en fichais, j'ai même pas cherché à comprendre vraiment, juste j'ai vraiment passé un tellement bon moment avec ce livre que j'ai pas cherché plus loin quoi. Et du coup bah évidemment la fin, la révélation, j'étais archi choquée et d'ailleurs même si j'avais cherché à deviner, j'aurais pas trouvé. Donc voilà, une histoire hyper fraîche qui m'a vraiment fait du bien parce que je l'ai lu juste après avoir terminé mon mémoire, donc c'était vraiment la lecture doudou quoi, la lecture je savais que ça allait me faire du bien. Marie Vareille est évidemment devenue une de mes autrices favorites et d'ailleurs je sais pas si vous vous souvenez mais son roman Le syndrome du spaghetti était ma meilleure lecture de l'année 2020, donc évidemment elle devait se retrouver dans cette vidéo. Alors là, on passe vraiment du coq à l'âne, c'est aussi ça qui est génial dans les livres, c'est que d'un texte à l'autre, tu peux vraiment lire de tout et n'importe quoi et c'est vraiment génial de pouvoir plonger dans des univers différents à chaque fois que tu ouvres un livre, c'est vraiment ouf. En 5ème position, j'ai mis Ne le dis pas à maman de Tony Maguire, publié chez Le Livre de Poche. Ce livre, c'est un témoignage bouleversant de la part de Tony Maguire qui s'est fait violer dès l'âge de 6 ans pendant des années et des années par son père. Ouais je sais, ça va pas être très joyeux. C'est donc une histoire vraie, et c'est vraiment pas un livre facile à lire parce que, enfin genre les scènes sont vraiment indescriptibles. Enfin genre c'est tellement horrible, et encore le mot horrible n'est pas assez horrible pour décrire ce qui est dans ce livre en fait. Absolument tout dans ce livre est atroce. Et quand tu crois que là ça y est, on atteint l'apogée du truc et que le père peut pas faire pire, il fait pire. Et c'est encore pire, et c'est encore pire, enfin genre vraiment, à chaque fois je me suis dit oh non mais là c'est pas possible. Et genre il y avait encore 150 pages, et genre ça s'arrêtait jamais. Et je crois bien que le coup de massue, c'est le fait que la mère, la maman de Tony Maguire, n'a rien fait. Quand elle a appris, elle s'en foutait. Limite, genre c'était ok. Elle avait pas l'air de trouver ça révoltant, elle a rien dit. Elle soutenait en fait son mari et le père de Tony Maguire. Dans quel monde on vit quoi? Bref, vraiment un livre coup de poing qui m'a complètement brisée et à la fois c'est le genre d'histoire que j'aime lire. C'est un livre terriblement dur à lire, je pense que tout le monde ne pourrait pas le lire. Je sais que j'ai des amis qui sont assez sensibles, enfin genre c'est trop dur pour elles tu vois. Et je comprends parce que c'est vraiment très dur. D'ailleurs en terminant ce livre, j'ai rien lu pendant des jours et des semaines parce que juste j'y arrivais plus quoi, c'était trop. Je suis d'ailleurs en train de lire le tome 2 qui s'appelle Ils ont laissé papa revenir. Le titre veut tout dire. Et je pense que c'est important que ce genre de témoignage existe. Enfin évidemment, j'espère que personne ne vit ça, mais genre ce genre de témoignage est important pour prouver que ça existe toujours, pour montrer l'absurdité du truc, pour montrer aux personnes qui l'ont vécu ou qui le vivent actuellement qu'elles ne sont pas seules, qu'elles peuvent demander de l'aide, qu'elles peuvent s'en sortir, et j'espère vraiment que c'est pas votre cas, mais voilà, c'est vraiment un témoignage pour témoigner quoi. Donc c'est à la fois très dur et à la fois je respecte tellement, enfin j'ai tellement de respect pour Tony Maguire déjà d'avoir vécu tout ça, d'avoir survécu à tout ça et en plus de l'avoir raconté, enfin c'est un truc de dingue. Donc un livre coup de poing qui m'a plus que bouleversée, enfin bouleversée c'est même plus le mot. Voilà, très dur, tout le monde ne pourra pas forcément le lire, mais c'est un des livres qui m'a le plus marqué cette année. Ensuite, en 4ème position aux portes du top 3, cette fois se trouve La Dacha d'Agnès Martin-Lugan, publiée chez Albin Michel. Dans cette histoire, on va suivre Hermine, qui a 21 ans au début du roman, qui est sans abri et qui a perdu tout espoir de s'en sortir. Un jour, alors qu'elle était dans un bar juste pour manger et boire, elle va rencontrer un homme qui va lui proposer un travail, parce qu'en fait il tient un hôtel et il lui propose de devenir femme de chambre, femme de ménage pour 6 mois. Et Hermine elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, enfin d'où il sort ce mec, pourquoi il veut m'aider, pourquoi moi, enfin genre elle y croit pas trop au début. Après elle va évidemment accepter, mais ce qu'elle ne sait pas c'est que cette rencontre va lui changer la vie, littéralement. La Dacha c'est un des livres qui m'a le plus fait pleurer en 2021. Vraiment, dès 30 pages en fait je pleurais déjà. En fait ce livre m'a procuré tellement d'émotions, je me sentais tellement bien avec cette histoire et ces personnages qu'en refermant le livre j'ai fondu en larmes. Je me sentais vraiment vide en fait. Du coup cette histoire se passe en huis clos dans la Dacha. La Dacha du coup c'est l'hôtel dans lequel Hermine va arriver. Et en fait la Dacha c'est bien plus qu'un hôtel, c'est vraiment un personnage à lui-même, c'est une ambiance, c'est une atmosphère. C'est difficile à expliquer en fait, mais c'est vraiment le cas. Vous devez vous dire qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là, un hôtel qui est un personnage, mais je vous jure,
C'est vraiment un endroit où tu te sens bien et cette dacha elle a une histoire particulière, notamment grâce à ses propriétaires qui sont Jo et Masha. Donc Jo c'est l'homme qui a recruté Hermine pour devenir femme de chambre. Et Masha du coup sa femme. Et cet endroit vraiment tu sens qu'il est habité, qu'il y a que de l'amour, que tout n'est que bienveillance, enfin pas tout évidemment mais tu sens que les propriétaires sont là pour leurs clients, qui vivent pour la dacha, qui vivent dans la dacha et ouais c'est trop touchant quoi. Jo et Masha sont tellement charismatiques, pour vous dire j'avais l'impression que c'était mes grands-parents et j'avais pas envie de les quitter. Ils étaient vraiment très présents, très bienveillants auprès de tout le monde, que ce soit des employés, des clients, vraiment des amours. Bref c'est vraiment un livre qui m'a marqué, que je vous conseille et que je vous reconseille parce que je vous en ai déjà parlé cette année, mais c'est un des livres qui m'a le plus marqué en 2021, donc cher à mon cœur. J'espère vraiment que vous pourrez découvrir la plume d'Agnès Martin-Lugan qui est juste divine. Et encore une fois, la preuve en est avec ce roman, je trouve que la force d'Agnès Martin-Lugan, c'est vraiment les personnages qui sont toujours... Oh, ils sont toujours incroyables et forts et attachant, c'est un truc de fou. Et c'est l'heure de vous annoncer le top 3 de mes meilleures lectures de l'année 2021. Et en troisième position se place Celle que je suis de Claire Norton, encore une fois, publiée chez Robert Laffont. Et oui, c'est le retour de Claire Norton avec son tout nouveau roman qui m'a bouleversée. Dans cette histoire, on va suivre Valentine qui vit dans une petite résidence avec son fils Nathan et son mari. Valentine, elle travaille à temps partiel dans une librairie d'une grande surface culturelle. Et en fait, sa seule évasion, son seul exutoire, c'est vraiment les livres et le journal intime qu'elle tient, qu'elle écrit et qu'elle cache dans les jouets de son garçon. Et à côté de ça, son seul bonheur, c'est évidemment son fils Nathan. Pour le reste, Valentine vit dans la terreur qu'au moindre faux pas, son mari s'énerve et que tout se reporte sur son fils. Un jour, il y a un couple de personnes âgées qui vient s'installer en face de chez eux. C'est des nouveaux voisins et ça va complètement changer sa vie. Guy et Suzette sont vraiment très bienveillants, ils sont très gentils, ils veulent l'aider. Sauf que tout va basculer le jour où Valentine commet une toute petite imprudence qui va vraiment mener à des conséquences dramatiques. Sauf que là, il y a quelque chose qui va changer, c'est qu'elle n'est plus toute seule. Il y a Guy et Suzette. Du coup, comme vous l'avez peut-être compris, ce roman parle de violence conjugale, encore un roman très dur, mais comme vous avez pu le voir dans ce top, je crois que j'aime bien les romans durs. Je peux vous le dire directement, je pense que c'est un des romans les plus durs que j'ai lus en cette année 2021 et même de toute ma vie. C'est vraiment un roman percutant qui va te prendre aux tripes, mais genre vraiment d'une force incroyable. Quand tu vas lire le livre, tu vas être en colère, tu vas être stressé, tu vas avoir peur, tu vas être triste, tu vas avoir envie de tout casser. Le sujet abordé est extrêmement dur et il y a vraiment des scènes, mais c'est même plus des scènes dures, c'est des scènes inimaginables. Enfin c'est comme dans Ne le dis pas maman, évidemment c'est pas exactement pareil, là c'est une fiction en plus, mais il y a des scènes, mais je me suis dit mais c'est pas possible, enfin genre non mais là je vais pas survivre quoi. Ce qui est encore plus dur quand tu lis le roman, c'est que tu te dis, il y a vraiment des femmes qui vivent ça en vrai, en fait. Et c'est réel, c'est malheureusement très réel. C'est ça qui te brise encore plus le cœur. C'est un enfer que certaines femmes vivent quotidiennement. La preuve, il y a encore des féminicides toute l'année. Enfin, c'est un truc de dingue. Et encore une fois, c'est un livre à lire pour soulever tous les tabous autour de ce sujet, pour faire comprendre aux femmes qu'elles ne sont pas seules si des gens vivent cette situation. Et même pour des personnes non concernées, pour se rendre compte de l'atrocité et de la violence et de l'horreur que certaines femmes peuvent vivre, quoi. Enfin, genre, c'est un truc de dingue. En fait, je me dis peut-être que ma voisine, elle est en train de vivre des violences conjugales, et qu'est-ce que j'en sais? Je sais pas moi, je sais pas. Donc voilà, un livre affreusement dur à lire, mais nécessaire pour faire comprendre que ça existe, et pour faire comprendre aux femmes qui le vivent qu'elles ne sont pas seules. On arrive donc au livre qui se place en deuxième position de ce classement, et il s'agit de Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano, et moi je l'ai lu en BD. Dans cette histoire, en fait, on va suivre Camille qui a 38 ans et qui semble avoir une vie heureuse, une bonne vie de couple, un travail ok, enfin genre tout va bien quoi. Le problème c'est qu'elle a l'impression de passer à côté de quelque chose, qu'elle a l'impression de passer à côté de son bonheur. Ce qu'elle veut c'est vraiment être épanouie dans sa vie, et elle se sent pas vraiment épanouie. Un jour, elle va croiser un certain Claude qui est routinologue et qui va lui proposer de l'accompagner dans tout ça et de l'aider en fait. Donc elle accepte et elle va repartir à la conquête de ses rêves. Ce qui est dingue c'est que ce livre, c'est le premier livre que j'ai lu de l'année 2021. Je l'ai lu en version BD et quelle bouffée d'air frais, c'est un truc de dingue. Évidemment, enfin je vous ai représenté ce livre mais c'est un best-seller de chez Bestseller. Je comprends maintenant pourquoi, parce que c'est vraiment un truc de dingue ce livre. C'est une bouffée d'air frais, ça te laisse que du positif, que des good vibes, t'es genre reboosté à fond pour l'année parce que du coup bah, c'est le premier livre que j'ai lu de l'année et du coup j'étais là genre yes, moi aussi je veux réussir tout ce que j'ai à faire, je veux accomplir mes rêves et j'étais là genre yes, go girl. C'est un livre drôle et divertissant à la fois qui va vous faire prendre du recul sur toutes les situations que vous pouvez vivre au quotidien en fait. Et le titre est vraiment révélateur, ça veut vraiment tout dire sur ce roman. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, vraiment. Tu vas arrêter de te prendre la tête pour des broutilles. Alors évidemment on peut s'énerver pour des trucs et on peut être triste, enfin on est tous légitimes d'être tristes et tout, mais après tu prends du recul et tu dis ouais mais là je me suis énervée mais enfin la vie continue, la vie est belle, on s'en fiche de ce petit truc là qui m'a gâché 1 heure de ma vie tu vois. Évidemment
je sais que tout le monde a ses moments plus tristes, plus difficiles. Je dis pas qu'on doit arrêter d'être triste, c'est juste que ce roman donne vraiment un nouveau souffle à notre vie en fait. Mais l'idée c'est de toujours tirer du positif ou au moins des leçons de chaque situation qu'on vit et de plus se laisser entraîner par toutes ces ondes négatives et tout, enfin... Voilà quoi. Encore une fois, je dis pas qu'il faut arrêter d'être triste, mais juste que parfois, quand tu changes de perception dans une situation, ça peut changer beaucoup de choses. Voilà, ce livre est un petit bijou. Moi, encore une fois, je l'ai lu en format BD. C'était vraiment génial et vraiment, ce livre m'a changé la vie. Ça m'a vraiment fait du bien. Et du coup, bah, je vous le conseille vraiment si vous l'avez pas encore lu. Et donc, le premier livre de ce classement et donc ma meilleure lecture de l'année 2021, c'est... C'est La Miracle Morning de Hal Elrod, publié chez Pocket. Je trouve que c'est vraiment étonnant de voir que mes deux meilleures lectures de l'année 2021, c'était mes deux premières lectures de l'année parce que oui, juste après avoir lu Raphaël Giordano, j'ai lu La Miracle Morning. Donc La Miracle Morning, c'est mon deuxième livre que j'ai lu cette année et il se retrouve top 1 de cette année. En fait, j'ai l'impression d'avoir lu ce roman il y a une éternité et quand j'ai fait une rétrospective et que j'ai regardé tous les livres que j'avais lus et que j'ai vu celui-là en 2021, j'ai fait quoi? J'ai lu celui-là enfin genre c'était cette année là que je l'ai lu? Parce que ça me paraît tellement loin, il m'a tellement changé la vie ce livre que incroyable. La Miracle Morning, c'est un livre de développement personnel qui conseille de se lever plus tôt pour gagner un supplément de vie. C'est-à-dire qu'en gros l'idée c'est que tu te lèves plus tôt, tu te lèves avant que la société se réveille en gros, pour prendre du temps pour toi, pour faire de la méditation, faire un peu de sport, lire, que sais-je, bref, prendre du temps pour toi. Parce qu'une fois que la société est réveillée et que tu rentres dans ta routine où tu vas au taf, machin machin, t'as plus le temps de prendre du temps pour toi et genre tout va trop vite quoi. Alors que le matin quand tu te réveilles et que t'es au calme, genre c'est hyper apaisant. C'est un livre qui prodigue plein de conseils divers et variés. On choisit les conseils à garder parce que par exemple il y a des trucs que je me suis dit non bah ça je ressens pas le besoin donc je vais pas le faire. Dans ce livre il y a aussi un gros focus sur l'argent, sur comment devenir riche en gros et tout. Bon évidemment l'argent tout le monde en veut mais c'est pas une finalité. Enfin genre, comment dire, c'est pas ce que je cherchais en lisant ce roman, genre les conseils pour avoir de l'argent, moi je m'en foutais. De mon côté en fait j'ai plutôt retenu les conseils sur le développement personnel, sur le bien-être, se recentrer sur soi, etc. Ce livre a complètement changé ma vie et je rigole pas quand je dis ça parce que en fait quand je vois les gens dire ça je me suis dit non mais comment un livre peut changer ta vie, mais genre là vraiment il a changé ma vie, il a bouleversé mon quotidien. Après avoir lu ce livre j'ai commencé des nouvelles choses, j'étais plus motivée que jamais, je me suis levée plus tôt, dès le réveil en fait je me sentais motivée et je me sentais pleine d'enthousiasme et de motivation en fait. J'ai vraiment eu un boost d'énergie après avoir lu ce roman. Et j'étais plus motivée que jamais pour réussir et accomplir tout ce que je voulais. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce livre que je vous mets juste ici où je vous dis bah plus en détail pourquoi ce livre a changé ma vie. Donc évidemment comme ce livre m'a changé la vie et pas juste l'année, j'étais obligée de le mettre en première position de ce classement en fait. En plus je l'ai lu à une période où j'en avais marre de lire de la fiction, des young adultes et tout, et j'ai juste pris ce livre un peu au hasard en mode dans ma bibliothèque, tiens un peu de développement personnel, pourquoi pas. J'y suis allée à l'aveugle et ça, oh là là mais vraiment ce livre m'a changé la vie quoi. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis trop contente de vous présenter tous ces livres, de vous représenter tous ces livres parce que globalement je vous en ai déjà parlé 1000 fois. C'est vraiment des livres qui m'ont changé, qui m'ont bouleversé, qui m'ont ému, qui sont vraiment chers à mon cœur. Donc si vous cherchez des livres à lire, tous ceux-là, ils sont incroyables. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous quelles sont vos meilleures lectures de l'année 2021 parce que je suis toujours preneuse de recommandations. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'étais trop contente de la tourner même si ça fait 50 minutes que je suis en train de tourner. C'est pas grave. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que ça fait toujours trop plaisir de voir qu'on est soutenu et c'est gratuit et vraiment juste vous avez un petit bouton à cliquer c'est tout. Et aussi mettez la petite cloche pour avoir toutes les notifications quand je sors une vidéo parce que le rythme de vidéo va peut-être un peu changer, je vous en reparle dans une prochaine vidéo. Mais voilà, n'hésitez pas à faire tout ça. Merci pour tout votre soutien durant cette année 2021. J'espère faire de grandes choses en 2022. Voilà, je vais vous faire une vidéo là-dessus mais j'espère vraiment tout exploser. Là je suis motivée comme jamais. Voilà, moi je vous souhaite une très belle année 2022 parce que j'ai pas encore souhaité la bonne année ici. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bisous!